Jimi Hendrix, la jeune star du rock, est mort aujourd'hui à Londres. Jimi Hendrix, le virtuose de la guitare électrique, était l'un des musiciens les mieux payés au monde. Jimi Hendrix était le plus grand guitariste de tous les temps. Ses riffs étaient prodigieux. Il lui arrivait de jouer avec les dents ou avec sa guitare dans le dos. Il était le guitar-héros. Ces 3 disques se sont vendus chacun à plus d'1 million d'exemplaires. Après sa disparition à 27 ans, le 18 septembre 1970, le rapport d'autopsie conclut que Jimi Hendrix est mort en s'étouffant dans ses vomissures. Mais, faute de preuves tangibles, ce rapport ne peut que constater un décès sans cause déterminée. Près d'un demi-siècle plus tard, la mort de l'artiste reste enveloppée de mystère. Car de nombreux récits contradictoires sur ces dernières heures ont embrouillé la vérité. Ils ont aussi alimenté des théories du complot invoquant un suicide ou un assassinat. Jimmy? Jimmy? Le rapport d'autopsie de Jimi Hendrix conclut qu'il a aspiré son vomi. Ça, c'est la légende qui court toujours sur sa mort. Mais est-ce bien ce qui s'est passé et est-ce vraiment ce qui l'a tué? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de réputation mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans lesquelles il a mis en lumière la cause du décès. Il est aujourd'hui médecin légiste en chef dans l'une des plus grandes villes américaines. Voici le rapport d'autopsie de Jimi Hendrix. Il affirme que le guitariste est mort après avoir respiré ses vomissures. S'il y a une chose à savoir sur ce rapport, c'est qu'il est excessivement court, puisqu'il fait à peine plus d'une page. Un rapport trop pauvre en informations risque de prêter à confusion. Je ne suis donc pas forcément d'accord avec sa conclusion, car il n'est pas exclu que Jimi Hendrix soit mort d'autre chose. 17 septembre 1970, la veille de la mort de Jimi. Jimi Hendrix assure la partie britannique de sa tournée européenne. Il retrouve l'une de ses nombreuses petites amies, la photographe allemande Monika Dannemann. Jimi lui a demandé de le prendre en photo pour la couverture de son prochain album. D'après Monika, lassé de sa réputation d'homme sauvage, il a hâte de montrer au public le vrai Jimi, sensible et délicat. Il voulait que je prenne ses photos, car il trouvait que l'image qu'entretenait de lui sa production, ses maisons de disques et les médias était très éloignée de ce qu'il était réellement. Elle prend 29 photos en couleur. Jimi y pose délicatement avec sa chère Fender Stratocaster, près d'un service à thé en porcelaine et d'une rose. Ce sont là ses toutes dernières photos. Monika Dannemann sera la dernière personne à l'avoir vu en vie. Le rapport d'autopsie m'apprend que Jimi Hendrix est un jeune homme musclé et que son corps ne porte pas de traces de blessures. Cela veut dire que dès les prémices de l'enquête, on sait qu'il n'a subi aucun traumatisme physique qui puisse expliquer sa mort. Mais ces photos peuvent aussi raconter une autre histoire. Bien qu'il paraisse robuste physiquement, les sourires forcés de Jimi trahissent un homme perturbé sur le plan affectif. Vous remarquerez une chose intéressante sur ces photos. Quand il sourit, la partie supérieure de son visage, c'est-à-dire ses yeux, ne sourit presque pas. Jimi devrait avoir toutes les raisons d'être un homme épanoui. C'est un guitariste expérimental doué d'un talent exceptionnel. Gaucher, il a appris seul à jouer à l'envers pour faire comme les droitiers. Les sons et les effets qu'il produit ont fixé les standards techniques de la guitare rock. En tournant son documentaire, le réalisateur Tony Palmer l'a vu jouer longtemps et de près. Je ne pense pas qu'Hendrix jouait des accords. Pour moi, c'était 4 lignes mélodiques différentes jouées à 4 doigts et c'était extraordinaire à voir. Sur sa guitare électrique, rien ne lui était impossible.
Il était très inventif. Il avait un jeu complètement explosif. Mais si ses exploits scéniques fascinent le public, Jimmy s'est mis en tête de donner à sa musique une direction beaucoup plus sérieuse. Sur scène, Jimmy pouvait mordre sa guitare, y mettre le feu et exploser ses amplis. Le public était galvanisé. Et comme ce genre de facéties boostait ses ventes de disques, son manager voulait absolument qu'il poursuive dans cette voie. Mais Jimmy déteste l'image publique qu'on a créée de lui. Il veut juste être reconnu pour sa musique. Ça le gênait qu'on l'adule. Ça l'embarrassait et ça contrariait aussi le virtuose qui était en lui. You're considered one of the best guitar players in the world. Il ne comprenait pas pourquoi les gens le vénéraient à ce point. Well, one of the best in this studio, anyway. How about one of the best sitting in this chair? How about... Yeah. C'était notamment parce qu'il venait d'un milieu très pauvre. Johnny Alan Hendrix naît le 27 novembre 1942 à Seattle. Il est le fils unique d'un père alcoolique et d'une fille-mère souvent absente. Dès son plus jeune âge, un enfant doit sentir qu'il est en sécurité et qu'il mérite d'être aimé. En observant la vie de Jimmy, on s'aperçoit que le désintérêt de sa mère l'a certainement affecté, alors qu'elle était la personne censée être la plus importante dans sa vie. Mais Jimmy trouve refuge dans la musique. En 1957, après avoir vu Elvis jouer à Seattle, son père lui offre sa première guitare. En 1967, il est déjà célèbre partout. An experience for Jimi Hendrix retaining his title as the world's top musician. Maurice Gibb of the Bee Gees doing the honors. Jimmy avait tout pour lui. Il jouait mieux que tout le monde, il savait chanter, écrire des tubes, et il avait un look d'enfer avec des fringues pas possibles. On ne pouvait pas trouver mieux. Les femmes l'adoraient, ses potes aussi. C'était quelqu'un de sensuel, d'exotique et de charismatique. « 27 août 1970, 4 semaines avant sa mort. Jimmy séjourne à l'hôtel Londonderry dans le centre de Londres. Son comportement inquiète. En arrivant dans la chambre d'à côté, son ancienne petite amie, Cathy Etchingham, tombe sur deux amis de Jimmy, Angie Burdon et Devon Wilson. Elles ont passé la nuit avec Jimmy, mais au petit matin, il les a flanquées à la porte, toutes nues. Dans la chambre de Jimmy, une autre chose inquiète Cathy. La pièce est surchauffée et étouffante. Mais Jimmy, qui tremble de froid, a allumé le chauffage. Le rapport d'autopsie montre que la partie droite de son cœur était sensiblement dilatée. La question est de savoir pourquoi. On l'a retrouvé grelottant dans une chambre surchauffée. Pour moi, soit il avait de la fièvre, soit il souffrait d'une infection. « 2 septembre 1970, 2 semaines avant sa mort. Jimmy joue à Aarhus, au Danemark. Récemment, il s'est plaint d'un rhume dont il n'arrive pas à venir à bout. Contrairement à son habitude, il chante faux et oublie ses paroles. À la troisième chanson, on le ramène dans sa loge, épuisé et fiévreux. Souffrirait-il d'une fièvre rhumatismale? Jimmy a pu souffrir d'une infection occasionnant une fièvre rhumatismale susceptible de provoquer de graves problèmes cardiaques. Dans les cas les plus graves de fièvre rhumatismale, le cœur est si abîmé qu'il n'arrive plus à pomper le sang pour l'envoyer dans l'organisme. Cela peut entraîner une insuffisance respiratoire et un arrêt cardiaque potentiellement fatal.
Pour diagnostiquer une fièvre rhumatismale, il faut examiner le muscle cardiaque et vérifier si ces valvules comportent des irrégularités et des inflammations. Mais dans le cas de Jimmy, tout est normal, au point qu'on peut exclure la fièvre rhumatismale. Mais cette dilatation d'une partie du cœur peut tout de même être le signe d'une infection mortelle. Hospitals in London and many parts of the country have been sending out a desperate plea for help. En 1970, le virus mortel de la grippe de Hong Kong frappe la capitale britannique. Ce virus s'attaque au système respiratoire. Dans la paroi nasale, la gorge et les sinus des mucosités s'accumulent pour combattre l'infection. Mais si cette dernière atteint les poumons, elle risque de provoquer une pneumonie qui, à défaut d'être soignée, peut être mortelle. Pour diagnostiquer une pneumonie, je prélève des expectorations et j'examine les poumons au microscope. Pour Jimi Hendrix, ça n'a pas été fait. En général, les personnes souffrant de pneumonie se font hospitaliser, alors je pense qu'on peut exclure la pneumonie comme cause possible de son décès. Je vais donc m'intéresser à une autre chose susceptible de provoquer une dilatation du cœur, la drogue. Jimmy consommait énormément de drogue. Il prenait des cachets, il fumait de l'herbe, il prenait de la cocaïne. Pour lui, tout était bon à prendre. C'était en quelque sorte un junkie professionnel. Jimmy est catapulté dans le monde du rock et de la drogue en 1966, quand Chas Chandler, le bassiste du groupe The Animals, le découvre. C'est là qu'on l'a rencontré pour la première fois, le soir où Chas l'a signé. Un mois plus tard, il était avec nous en Angleterre. En 1967, le groupe de rock The Jimi Hendrix Experience naît au Royaume-Uni. Les singles Purple Haze et Voodoo Child le propulsent au sommet des hit-parades. Chas emmenait Jimmy en studio, mais sans l'influence des drogues, il n'aurait jamais produit les sons ahurissants auxquels ils sont arrivés. Jimmy jouait encore mieux de la guitare sous l'effet des drogues. Le rock psychédélique de Jimmy est conditionné par une drogue hallucinogène très prisée à l'époque, le diéthylamide de l'acide lysergique, plus communément appelé LSD. But at just this moment, neither he nor I know the direction or destination of the trip we're about to take together. Il m'a dit qu'il avait pris des drogues très jeune, mais jamais de drogue dure comme l'héroïne. Par contre, du LSD, oui. À l'époque, les gens croyaient que ça ouvrait l'esprit. Et Jimmy était effectivement un homme très spirituel. Le LSD est une drogue par définition hallucinogène. Il sublime l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes heureux, vous aurez l'impression de l'être encore plus, de voir les couleurs plus saturées et d'entendre plus distinctement les sons. J'imagine que pour Jimmy, ce devait être un état intéressant à explorer, un état éventuellement stimulant pour sa créativité. D'un autre côté, lorsqu'on prend cette drogue en étant abattu ou mal en point, on amplifie cette dépression. Le résultat étant le fameux bad trip, avec des sensations qui peuvent être horribles. Le rapport d'autopsie n'a révélé aucune trace d'LSD dans l'organisme de Jimmy au moment de sa mort. Donc, je ne pense pas que le LSD ait joué le moindre rôle dans son décès. Le LSD agit sur la perception, pas sur la physiologie. Pour moi, on peut exclure cette drogue. Elle n'a pas provoqué sa mort. En 1969, un an avant sa mort, Jimmy est arrêté à l'aéroport de Toronto. Il est inculpé pour détention d'héroïne. S'il finit par être innocenté, cet incident suffit à déclencher des rumeurs sur son addiction à l'héroïne. C'est bien connu, l'héroïne tue. Dans les années 70, ces aficionados préféraient se l'injecter. Les piqûres laissent forcément des cicatrices dans la pliure du bras. Or, Jimmy n'en avait pas. En outre, le rapport de toxicologie n'a révélé aucune trace de morphine dans son organisme au moment du décès. La morphine est un sous-produit de l'héroïne que l'on trouve dans l'organisme des héroïnomanes. Mais comme il n'y en avait pas dans le corps de Jimmy, ce n'est pas non plus la bonne piste. Mais en 1970, à mesure que sa célébrité augmente en même temps que les exigences de sa carrière, Jimmy devient accro à la cocaïne.
À l'époque, pour essayer d'être créatif, Jimmy était devenu très dépendant à la cocaïne. Sauf que la cocaïne ne favorise absolument pas la créativité ni l'inspiration. C'est plutôt une drogue pour se donner l'impression de passer la journée sans être déprimé. Pour confirmer qu'il a pris de la cocaïne, je recherche dans le sang ou les urines de la cocaïne ou son sous-produit, le benzoate d'ecgonine. Mais on n'en a pas trouvé chez Jimmy. C'est la preuve qu'il n'a pas pris de cocaïne dans les heures qui précèdent sa mort. Par contre, le rapport d'autopsie révèle qu'il avait 46 mg d'alcool pour 100 ml d'urine. « 17h, le 17 septembre 1970, la veille de la mort de Jimmy. Jimmy participe à une fête improvisée dans le centre de Londres. Il connaît à peine les convives, mais il est détendu et abordable. D'après un invité, Philip Harvey, il boit du vin rouge. Je ne crois pas que Jimmy faisait très bon ménage avec l'alcool. Je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait raconté l'avoir vu ivre. Franchement, je ne pense pas que la boisson était son truc. Mais ce soir-là, Jimmy boit beaucoup plus que d'habitude. Avec lui se trouve Monica Danman, sa petite amie du moment. Cette fille d'un riche industriel allemand racontera plus tard que Jimmy et elle étaient sur le point de se fiancer. Tappy Wright, le tourneur de Jimmy, fut témoin de l'étrange relation qu'entretenaient Jimmy et Monica. Monica Danman était une fille très bizarre. Jimi Hendrix l'obsédait, alors que pour Jimmy, c'était surtout une fille chez qui passer la nuit et avec qui coucher. Elle était convaincue qu'elle allait se marier avec lui et faire des enfants. Ce n'est un secret pour personne. Les derniers jours de sa vie, Jimi Hendrix les a passés avec sa copine Monica Danman. C'est intéressant car Monica ne faisait absolument pas partie de son cercle. Elle n'était ni célèbre ni musicienne, c'était une patineuse sur glace. On l'a souvent décrite comme une femme très possessive, voulant absolument faire partie de la vie de Jimmy. J'imagine que ça n'a pas été facile pour elle d'être à la hauteur de cette icône du rock. Mais il faut se placer du point de vue de Jimmy. On peut se demander comment il a vécu une telle possessivité. S'est-il senti sincèrement aimé ou au contraire étouffé? Je me demande quelle a été la nature de leur relation pendant ces derniers jours. D'après d'autres témoignages, Jimmy n'avait pas du tout prévu de faire ménage avec Monica. Où qu'il aille, les femmes le suivaient. Il était connu pour son appétit sexuel et ses aventures amoureuses. Il m'est arrivé de sortir avec Jimmy au Bagonels, une célèbre boîte de nuit londonienne des années 60. Un soir, je l'y ai vu avec pas moins de 5 femmes différentes. Really digging her, you know, she's really nice looking, you know. So I said, oh, well, I'll probably stand there, and then there I go, I'll be biting into an apple maybe, or something, you know. Pendant la fête qui se déroule l'après-midi précédant sa mort, le charme de Jimmy opère. Il échange longuement avec 2 jeunes filles fascinées par son sex-appeal. Mais Monica est de plus en plus jalouse. Tout l'après-midi jusqu'au soir, Monica a refusé que Jimmy soit avec une autre fille qu'elle. Ça l'a travaillé beaucoup. Stressé, étouffé par l'attitude de Monica, Jimmy boit beaucoup ce soir-là. D'après le rapport toxicologique, Jimmy a bu avant sa mort. Il a 46 mg d'alcool dans les urines et 5 mg dans le sang. Mais ces niveaux sont très faibles, et s'il a été intoxiqué, il faut trouver un autre coupable que l'alcool. C'est là qu'apparaît un indice clé. On a trouvé des amphétamines dans ses urines. 18 septembre 1970. Il est 2h30, le jour de la mort de Jimmy. Le guitariste a faussé compagnie à Monica. Impatient de s'en libérer, il l'a laissée seule à l'hôtel Samarkand pour participer à une autre soirée.
Après avoir passé l'après-midi et la soirée à boire sous le coup du stress et de l'épuisement, Jimmy entre dans les dernières heures de sa vie. Pour moi, Jimmy était dans l'œil du cyclone. Car la tempête qui l'entourait était constituée de gens que je qualifierais de pas fréquentables du tout. À cette autre fête, Jimmy retrouve son entourage familier, dont son ex-petite amie Devon Wilson, l'une des femmes qu'il avait chassée de sa chambre d'hôtel 4 semaines plus tôt. Si je devais décrire la relation qui liait Devon Wilson et Jimi Hendrix, je dirais qu'elle était sa maquerelle. C'est elle qui sortait pour accoler et ramener toutes sortes de filles à Jimmy. Et ça plaisait à Jimmy, bien entendu. C'est pour cela qu'ils étaient de très bons amis, sans compter qu'elle l'approvisionnait en substances illicites. Elle lui rapportait des stupéfiants, plus 2 ou 3 filles, et il était content. Les suites de l'enquête montreront que Devon fournissait des amphétamines à Jimmy. L'amphétamine est un puissant stimulant du système nerveux central. Elle agit en augmentant l'activité neurotransmettrice du cerveau pour accroître la libido, la vigilance et l'euphorie. Le rapport d'autopsie mentionne la présence de durofète dans son organisme. Dans les années 60, les toxicomanes achetaient cette amphétamine directement dans la rue sous le nom de bombardier noir. Jimmy mélange l'alcool et les amphétamines, un cocktail détonnant capable d'altérer gravement la conscience et le sens du discernement. Jimmy nous rendait dingue. On l'a prévenu en vain. Jimmy, que fais-tu avec ces gens qui risquent de te tuer? On n'avait aucune idée de l'impact des drogues sur l'organisme, en particulier quand elles étaient mélangées à de l'alcool. On était complètement inconscient de la gravité des conséquences. On ignorait que boire en prenant des drogues, c'était mettre sa vie en jeu. À 3 heures du matin, Jimmy retourne voir Monica à l'hôtel Samarkand à Notting Hill. À partir de là, on dispose seulement de la déposition de Monica Danman sur les dernières heures de vie de l'artiste. 3h30 du matin. Monica dit avoir préparé un repas auquel Jimmy ne touchera pas. Peu après, il se met au travail sur les vers d'une chanson ou d'un poème. Tous deux restent éveillés jusqu'à 4 heures du matin quand Monica finit par s'endormir. Seules 2 personnes savent exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, toutes les 2 sont mortes. Le matin du 18 septembre 1970, entre 9h et 10h. Monica Danman se réveille. Elle n'arrive pas à réveiller Jimmy. Mais elle dit qu'il respire encore. Jimmy? Jimmy! Elle s'aperçoit qu'il a vomi. Paniquée, elle appelle ses amis. There's something wrong with Jimmy. Il la persuade d'appeler les secours. L'hôtel Samarkand garde trace dans ses registres d'un appel passé aux urgences. Hello, can you hear me? Can you open your eyes for me? This is the paramedics. À leur arrivée, les urgentistes tentent de réanimer Jimmy. À 12h45, Jimmy est admis à l'hôpital Sainte-Marie-à-Botts. Le médecin de service ne trouve ni battement, ni pouls, et le déclare mort. Jimi Hendrix, la jeune star du rock, est mort aujourd'hui à Londres. J'étais chez mes avocats quand mon chauffeur est entré en annonçant « Pas la peine de se presser, il est mort ». J'ai demandé « Qui est mort ?» Il a dit « Jimi Hendrix ». J'ai dit « Arrête tes conneries, comment ça il est mort ?» Il a insisté « Je sais, il n'avait que 27 ans, mais il est bel et bien mort ». Ces 3 disques se sont vendus chacun à plus d'1 million d'exemplaires.
Sa voix éraillée et sa guitare lancinante en avaient fait une star planétaire. Je me souviens avoir écouté la radio, je n'y croyais pas. J'étais en état de choc. Cette force de vie, cette puissance incroyable avait été fauchée d'un seul coup, comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur. Et je ne savais ni comment, ni pourquoi. L'autopsie de Jimi Hendrix conclut officiellement à une mort par asphyxie. Il aurait respiré son vomi alors qu'il était ivre. Mais le médecin légiste est obligé de conclure à un décès sans cause déterminée. J'ai examiné minutieusement le rapport d'autopsie. Rien ne permet d'affirmer avec certitude que Jimi était en état d'ivresse et qu'il s'est étouffé dans son vomi. Mais j'ai lu attentivement le rapport rédigé par le médecin urgentiste qu'il a pris en charge à l'hôpital. Il prend soin de préciser qu'il y avait une très forte dose d'alcool dans son pharynx et dans son larynx. En d'autres termes, dans sa gorge. Ce rapport laisse tellement perplexe qu'il a alimenté des rumeurs comme quoi Jimi aurait été assassiné. Pendant la tournée européenne de Jimi, les tensions s'aggravent avec son manager Michael Jeffries. Jeffries, qui gagnait beaucoup d'argent, tenait à ce que Jimi poursuive dans la même veine. Son tourneur, Tappy Wright, a vu leur relation se dégrader. Mike Jeffries et Jimi Hendrix se sont gravement disputés au sujet de l'inspiration musicale que Jimi devait suivre. Jimi vivait en artiste au gré de son inspiration, si besoin en transformant un peu sa musique. Mais Mike lui a dit « Pas question, continue ce que tu fais, c'est ça la formule gagnante ». « 17 septembre, la veille de la mort de Jimi. Des témoins présents à l'hôtel Cumberland, où Jimi avait une chambre, racontent qu'il y est retourné pour passer des coups de fil. Il passe un appel à son avocat américain chargé de défendre ses droits et ceux de Mike Jeffries. Jimi a pris la décision de se séparer de Jeffries. Non seulement Jimi a ordonné aux avocats de faire les démarches nécessaires pour annuler le contrat qui le liait à Mike, mais il voulait aussi traîner Mike Jeffries devant les tribunaux à New York pour détournement de fonds. Jimi Hendrix était la seule source de revenus de Mike Jeffries. L'exclusivité de cette star lui a ouvert un tas de portes. Jimi Hendrix était sans doute l'artiste le plus célèbre des États-Unis. Sans Jimi, Mike était complètement ruiné. Jeffries a emprunté des fonds pour acheter et transformer une boîte de nuit new-yorkaise en studio d'enregistrement. En extrapolant sur les dettes contractées par Jeffries et sur sa lucrative police d'assurance, les défenseurs de la théorie du complot soutiennent que le manager a voulu assassiner Jimi. Mike Jeffries m'a dit... Il m'a raconté comment il s'y est pris. Avec deux de ses amis, il a utilisé une vieille torture de l'armée qu'on appelle la noyade simulée. Ça consiste à verser du liquide directement dans les poumons d'une personne pour la noyer. C'est comme ça qu'ils ont tué Jimi Hendrix. Est-ce pour cela que le médecin urgentiste de l'hôpital a trouvé une grande quantité d'alcool dans la gorge de Jimi? Toute revendication de meurtre, surtout quand elle est faite d'une manière aussi spectaculaire, doit être prise très au sérieux. Si on l'avait forcé à avaler de l'alcool, je me serais attendu à trouver des traces de lutte ou des blessures sur son corps. Je me serais attendu à trouver de l'alcool dans son estomac, ainsi qu'un taux d'alcool élevé dans son sang, ce qui n'est pas le cas. Par contre, je pense qu'une autre explication peut justifier les observations du médecin urgentiste. Pendant et après la mort, les gaz peuvent faire remonter des fluides gastriques des intestins en les laissant s'écouler dans les poumons. La moindre pression ou le moindre mouvement exercé sur le corps à ce moment-là peuvent faire remonter le liquide des poumons jusque dans la gorge. Je pense que c'est ce liquide qu'a vu le médecin et non pas de l'alcool. C'était il y a 45 ans. Il a sûrement commis une erreur. Aujourd'hui, nos connaissances médicales sont bien meilleures. Ajoutons à cela l'absence de blessures et de surdose d'alcool dans l'organisme, et l'on peut exclure la thèse du meurtre.
La police de Londres a eu beau enquêter sur la mort de Jimi Hendrix, elle n'a jamais inculpé personne pour meurtre. Malgré la publication en 2009 des allégations de Tabby Wright, l'enquête n'a pas été rouverte. Mais pendant l'enquête criminelle, le médecin légiste a soulevé la question du suicide. Est-il possible que Jimi Hendrix ait mis fin à ses jours? Jimi subissait toutes sortes de pressions et je pense qu'il était manipulé. Je n'ai pas trouvé de cause naturelle à sa mort. Je n'ai découvert aucune preuve d'homicide et aucune surconsommation d'alcool qui puisse justifier sa mort. En lisant le rapport d'autopsie, je remarque qu'on a trouvé des traces de quinalbarbitone dans ses urines. Ce médicament est un barbiturique, c'est-à-dire un sédatif très puissant. On l'utilisait surtout dans les années 60 et 70 pour aider à s'endormir. D'après les preuves qu'elle a pu fournir, Monica Danman prenait du Vesparax, le somnifère qu'on lui avait prescrit. Aux premières heures du jour où Jimi est décédé, elle en avale un cachet. Le Vesparax se compose essentiellement de quinalbarbitone. On en a retrouvé dans le sang de Jimi. Les musiciens ne font pas des horaires de bureau. Quand vous jouez en public, vous devez être en forme. Ensuite, vous devez pouvoir vous endormir rapidement. Imaginons que vous finissiez un concert à 3 heures du matin et que vous devez être d'attaque pour une émission de télé à 9 heures. Ça vous laisse à peine 6 heures pour récupérer. Sans sommeil, impossible de jouer. Alors pour mieux gérer cette vie décalée, vous devez prendre des substances chimiques à la fois pour vous endormir et pour vous réveiller. Aux premières heures du 18 septembre, Jimi avale plusieurs comprimés de Vesparax. Plus tard dans la journée, la fouille de sa chambre permettra de trouver près de sa dépouille une boîte vide de Vesparax ainsi qu'un comprimé égaré. Chaque boîte de Vesparax contient 10 cachets. On en a retrouvé un seul sur place. Cela veut dire que Jimi a pu avaler jusqu'à 9 comprimés. Le médecin légiste chargé de la première enquête en 1970 a pensé que Jimi avait pu prendre ses comprimés pour mettre fin à ses jours. Alors est-ce un suicide? Vers la fin de sa vie, l'ambiance était devenue délétère. On voyait bien que ça n'était plus le Jimi qu'on avait connu. Le musicien enjoué, tendre et tout ce que vous voudrez. On le sentait vraiment malheureux. Dans les heures précédant sa mort, Jimi écrit un poème intitulé « L'histoire de la vie ». Le lendemain, le chanteur Eric Burdon, un ami de Jimi, trouve ce poème. Son dernier vers fait un triste constat sur la fin d'une idylle. Eric était convaincu que Jimi s'était suicidé. Eric était tombé sur ces paroles. Mais étaient-ce vraiment les paroles d'une chanson? Pour lui, ça ressemblait davantage à une lettre de suicide, écrite comme un poème. Peu après, Burdon annonce que Jimi a mis fin à ses jours. Au moment de sa mort, Jimi était sous le coup de 2 actions en recherche de paternité, et il se débattait avec une vie sentimentale aussi libre que tumultueuse. Monica Danman avait beau prétendre qu'ils allaient se fiancer, elle était juste une copine parmi d'autres au tableau de chasse de Jimi. Et ce n'est pas tout. Après une tournée européenne ponctuée de concerts décevants, Jimi, déprimé, se met à divaguer pendant ses interviews. Il fait même remarquer à un journaliste qu'il n'est pas sûr d'arriver à l'âge de 28 ans. Il paraissait exténué, physiquement épuisé, et cela à cause de la pression permanente qu'il subissait pour créer des choses extraordinaires. Je pense qu'il a voulu fuir tout cela aussi vite que possible. Et puis, il y avait d'autres pressions que j'ignorais à l'époque. Des problèmes familiaux, des soucis avec sa production ainsi qu'avec sa maison de disques. Tout semblait s'acharner sur lui en même temps.
Mais avait-il vraiment les traits d'une personnalité suicidaire? Plusieurs fois au cours de notre vie, nous sommes confrontés à la douleur et à l'adversité, et nous devons réagir pour continuer à vivre. C'est cette aptitude qui nous donne l'impulsion, le dynamisme pour entreprendre des changements. Jimmy traversait des coups durs, mais l'idée selon laquelle il ne se remettrait jamais et stagnerait forcément dans la dépression était fausse. On sait même qu'au cours des dernières semaines, Jimmy s'était positivement réorienté en voulant changer de manager et en voulant donner une autre direction à sa musique. C'est bien la preuve que l'artiste était conscient que ce qu'il avait fait jusque-là ne fonctionnait plus et qu'il devait reprendre sa vie en main. D'autres personnes invitées à la soirée précédant sa mort peuvent témoigner de son optimisme. J'ai entendu des rumeurs ridicules, venant de gens soi-disant bien informés, disant que c'était un suicide. C'est complètement absurde. Je pense au contraire qu'il aimait la vie. Il aimait les femmes, il aimait l'alcool, il aimait jouer, il adorait la musique, il aimait tout. À l'excès, c'était ça son problème. Si Jimmy n'a pas voulu se supprimer, pourquoi a-t-il avalé 9 comprimés? À l'époque, les somnifères britanniques sont beaucoup moins puissants que le Vesparax allemand. Jimmy cherchait-il désespérément un refuge dans le sommeil? C'était déjà arrivé pendant sa tournée européenne. Il se sentait très mal et il avait avalé plusieurs comprimés. C'étaient des somnifères qu'il ingurgitait avec du vin rouge parce qu'il était complètement déprimé et malheureux. Des gens ont extrapolé en s'imaginant une tentative de suicide, mais rien ne le prouve. Je crois plutôt qu'il a voulu claquer la porte temporairement. De toute évidence, Jimmy était stressé, il était malheureux et certainement inquiet pour l'avenir de sa musique. Mais rien dans sa personnalité ni dans cette chambre ne permet d'affirmer qu'il a eu l'intention de se tuer. Je sais que j'approche de la vérité sur son décès. Mais je veux savoir pourquoi le rapport d'autopsie s'est contenté de conclure qu'il s'est étouffé dans son vomi. 3h30 du matin, le 18 septembre 1970. À l'hôtel Samarcande, où il vient de revenir, Jimmy, surexcité par l'effet stimulant du bombardier noir, l'amphétamine qu'il a avalée, ne parvient pas à trouver le sommeil. Il a vu Monica Danman prendre un comprimé de Vesparax et il décide d'en faire autant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 70, les calmants étaient prescrits sur ordonnance et on était loin de se douter de leur danger. Les gens se disaient « ça ne peut pas me faire de mal, mon médecin me l'a prescrit pour que je me détende ». Je trouve qu'il y avait là-dedans une méprise effrayante. Le Vesparax, qui contient un barbiturique, le quinalbarbitone, est 2 fois plus puissant que d'autres somnifères. Il suffit que Jimi Hendrix en ait pris 8 ou 9 cachets pour être très largement au-dessus de la dose recommandée. Je ne crois pas que Jimmy se soit jamais préoccupé des dosages. Comme beaucoup de gens de l'époque, il raisonnait au nombre de cachets avalés. En partant du principe qu'un cachet vous faisait somnoler, plus on voulait être défoncé, plus on en prenait. C'était pas plus compliqué que ça. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut savoir quelles sont les conséquences d'une surdose de Vesparax. Pendant le sommeil de l'artiste, les barbituriques contenus dans le Vesparax passent dans son sang et ralentissent ses fonctions respiratoires. Je crois que je commence à saisir ce qui s'est vraiment passé. Le rapport de toxicologie montre qu'il a un taux important de quinalbarbitone dans l'organisme, soit 0,7 mg dans le sang et 3,9 mg dans le foie. Ces taux très élevés sont potentiellement mortels. Plus le souffle de Jimmy ralentit, plus son cœur bat rapidement pour chercher à pomper davantage d'oxygène afin d'envoyer le sang dans l'organisme. À mesure que la quantité d'oxygène dans ses poumons chute, les fluides s'y accumulent, provoquant un œdème pulmonaire. À partir de là, il est pris dans une spirale descendante où ses taux d'oxygène sont en chute libre. Son insuffisance respiratoire ne cesse de s'aggraver. En conséquence de quoi l'œdème pulmonaire grossit
et le cerveau et le cœur de Jimmy sont privés d'oxygène. Peu après, il plonge dans le coma et décède. Jimmy. 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 Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est le Vesparax qui a tué Jimmy. Il n'est pas mort en s'étouffant dans ses vomissures. Jimmy a bien inhalé et aspiré du vomi, mais cela s'est passé seulement après que son cerveau ait été définitivement altéré. Jimi Hendrix n'est pas décédé en s'étouffant avec son vomi, mais à cause de la toxicité d'un médicament sur ses poumons. Les substances qu'il avait dans l'organisme, dont le quinalbarbitone, ont provoqué une défaillance respiratoire. C'est elle qui est responsable de sa mort. J'ai vécu sa disparition comme un accident tragique. L'année où Jimmy nous a quittés, rien qu'au Royaume-Uni, 1 millier de personnes sont mortes dans des conditions semblables à cause d'une surdose accidentelle de barbiturique. La dépouille de Jimi Hendrix est rapatriée en avion dans sa ville natale de Seattle. Il y sera enterré le 1er octobre 1970. Les bougies les plus lumineuses sont souvent celles qui brûlent le moins longtemps. Jimmy reste indubitablement le musicien contemporain le plus influent du XXe siècle. Ça ne fait aucun doute. Jimi Hendrix continue de me manquer énormément. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il est là. Car je ne peux pas ouvrir un magazine ou recevoir des mails, des textes ou quoi que ce soit sans qu'on y évoque Jimmy, encore Jimmy et toujours Jimmy. Mais le monde est beaucoup plus triste sans lui. Potato.